Je crois qu'il faut le prendre comme le déroulé d'une guerre, hein. Il faut quand même penser qu'au départ, l'offensive russe devait prendre Kiev très facilement, or elle échoue. Bon. Ensuite, la guerre ne cesse de se déplacer, puis les Russes vont basculer tout leur système vers le sud, et donc c'est l'actuel profil de la guerre. Pourquoi je dis ça? Parce que il faut faire attention. Une guerre, d'abord, une guerre, c'est un exercice aléatoire. On n'est jamais sûr d'avoir la victoire. Contrairement à ce que peuvent raconter les conseillers proches, je suppose que Poutine, on a dû lui raconter qu'il n'y avait aucun problème, que l'Ukraine y connaissait, qu'on allait voir faire ça très facilement, etc. Or, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Et de la même manière, si tu veux, l'Ukraine a des forces armées, mais en même temps, c'est quand même en face de l'armée russe. Donc, qu'il y ait des aléas, des va-et-vient, etc., ne m'étonne pas non plus. Il faut évidemment, comme toujours, considérer que la guerre, c'est un exercice où le génie d'un général, c'est de prendre par surprise son adversaire. Donc, je ne suis pas suffisamment compétent pour ça, mais je ne suis qu'à moitié étonné. Bon. Deuxième aspect qui peut intéresser vos auditeurs, c'est que l'armée rouge a été, depuis 1917, une espèce de monstre intellectuel. C'est-à-dire que pendant toute l'époque de la guerre froide, on pensait que c'était une espèce de rouleau compresseur qui allait déferler sur les plaines d'Asie centrale, etc., etc. Or, on se trouve face à deux épisodes très intéressants. Le premier, c'est l'Afghanistan. C'est-à-dire que là où ils pensaient probablement que ça ne poserait pas de problème, au bout de 10 ans, ils finissent par se retirer. Et puis que finalement, cette armée rouge va se décomposer avec l'éclatement de l'URSS et ça va devenir l'armée russe. Alors, ce qui est intéressant sur l'Afghanistan, c'est que déjà à l'époque, des types qui allaient sur le terrain, comme par exemple Olivier Roy, disaient « Mais c'est bizarre, l'armée rouge ne sort pas de ses bases. Ils ne sortent pas de leur camp, etc. etc. » C'est-à-dire qu'ils ne se battent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont des problèmes d'approvisionnement. C'est-à-dire qu'entre l'image qu'on se faisait ici, si tu veux, de l'armée rouge, et puis ce que les gens constataient sur le terrain, il y avait un grand décalage. Et on se retrouve souvent dans ce genre de cas. C'est-à-dire quand tu dis, mais attends, finalement, l'ennemi n'est peut-être pas si terrible que ça, tu as tout derrière, si tu veux, tout un certain nombre de gens qui en vivent. Les militaires disent, mais attendez, vous êtes en train de supprimer notre budget, vous êtes en train de dénigrer notre adversaire principal. Donc ça, c'est un problème, c'est un problème qui est classique, c'est quand même de savoir comment évaluer véritablement la valeur opérationnelle d'une armée. Or là, on s'aperçoit qu'il y a des mouvements de va-et-vient, et je pense que Poutine ne peut pas se permettre de perdre militairement cette guerre. Tu vois, je veux dire, parce que pour lui, effectivement, c'est un risque majeur pour son pouvoir. J'étais récemment avec Jacques Sapir, qui est un très bon spécialiste de la Russie, URSS, etc. Il me faisait remarquer quelque chose que vous verrez sur les cartes. C'est que l'Ukraine, d'abord, est un pays dont les frontières n'ont cessé de translater. La première des cartes, c'est-à-dire l'Ukraine en 1914, on s'aperçoit que par rapport en pointillés en rouge, dans lesquels c'est l'Ukraine actuelle et la carte de l'Europe en 1914, l'Ukraine n'existe pas. Et puis ensuite, on va avoir effectivement une Ukraine qui ne va cesser de bouger parce qu'il y aura le pacte germano-soviétique, puis en 1945, il y aura l'Ukraine actuelle. Bon. Alors, le système est d'autant plus intéressant que quand aujourd'hui on dit qu'il faut défendre les frontières, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, la question c'est quelle Ukraine on défend. Tu vois, donc on est sur quelque chose qui est un objet complexe dans lequel Pourquoi je citais Sapir? Parce qu'il disait, comme l'Ukraine n'a cessé d'évoluer de l'Est vers l'Ouest, en fait il y a trois Ukraines. Et donc il y a une partie évidemment qui est celle la plus proche de l'Ouest, mais il y a aussi toute une partie qui est très proche de l'Est. Et donc l'idée de l'intégrer dans l'Union européenne, ça peut se négocier parce que ce n'est pas une structure militaire. Mais par contre, l'idée de l'intégrer dans l'OTAN, elle serait considérée par les Russes comme quelque chose de très offensif. Et donc il dit il ne faut pas pousser l'Ukraine vers la solution militaire, il faut la pousser vers une intégration qui évidemment prendra du temps, hein, parce que les critères d'adhésion sont un peu plus compliqués que ça. Mais il dit ça peut jouer à condition que ce ne soit pas présenté comme un acte offensif vis-à-vis de la Russie. La question posée est intéressante parce que toutes les aides internationales à une des parties au conflit va toujours se perdre dans des réseaux parallèles. L'Ukraine en est un bon exemple, c'est vrai. Mais je repensais récemment, par exemple, à Hamas, à Gaza. Les canaux de dérivation sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens suffisamment intrusifs de contrôler les aides qu'on verse. Alors c'est pour ça que le cas de l'Ukraine est intéressant, parce qu'entre la mythologie des Ukrainiens vaillants combattants contre les Russes, etc., ça reste aussi un pays dans lequel il y a des transferts d'argent qui, évidemment, vont revenir chez nous. C'est ça l'avantage, c'est qu'ils vont revenir soit à Londres, soit en Suisse, etc. etc. Donc, moi, j'ai toujours pensé que, si tu veux, la corruption était un problème politique beaucoup plus grave que ce qu'on voulait bien en faire. Tu sais qu'à l'époque où l'Angleterre était dans l'Union européenne, il y avait plus d'une trentaine de paradis fiscaux à l'intérieur de l'Union européenne.
Bon, il faut dire que quand les Anglais sont partis, il y a un gros paquet qui a sorti, puisqu'il y avait les îles anglo-normandes, il y avait la City, il y avait la Barbade, etc. Mais si tu veux, ça veut dire qu'on a toléré qu'il y ait à l'intérieur de l'Union européenne des pays dans lesquels tu pouvais blanchir tranquillement ton argent. Bon. Donc il n'y a pas eu de véritable lutte contre la corruption. Alors c'est évidemment difficile de dire le Luxembourg est un pays corrompu parce qu'il te dit non, nous on a une imposition sur les sociétés qui est plus faible. Alors il dit ah bah oui, ça attire ou l'Irlande, ça attire les sièges sociaux. Ça veut dire que les mecs peuvent dériver de l'argent, tu vois, qui n'est pas payé par le pays dans lequel ils travaillent. Ben, moi, je ne suis pas d'accord avec la formulation de la question parce que justement, ce qu'on va reprocher à notre président, c'est de parler avec Poutine. Bon. Or, si on pense que la solution ne doit pas être militaire, le seul moyen, c'est de savoir avec qui on négocie. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on reconnaît à l'autre une part de sa responsabilité, puis évidemment, le moyen de trouver les voies de la négociation. Alors, je vous prends volontairement l'exemple du Hamas et d'Israël, parce que l'autre fois j'ai choqué en disant que de toute façon il faudra qu'il y ait une solution politique et qu'il faudra discuter avec le Hamas. Mais tout le monde me dit terroriste, terroriste, terroriste. Moi. Et tu sais qu'on a un exemple, nous, qu'on a directement vécu, qui est la réconciliation franco-allemande. C'est-à-dire, après s'être fait trois guerres, et qui étaient particulièrement meurtrières, deux hommes d'État qui étaient De Gaulle et Adenauer ont décidé qu'on arrêtait le match. Et tu sais que quand De Gaulle invite Adenauer pour la première fois pour parler du traité de l'Élysée, il l'invite à Colombey, il ne l'invite pas à Paris. Donc tu vois, ce geste d'homme d'État, aujourd'hui on n'a pas dans le paysage ces deux hommes d'État qui sont capables, parce que justement Netanyahou est un radical, et qu'en face de lui on a le Hamas, et que Netanyahou, n'oublions pas ce qu'il fait en Cisjordanie, c'est-à-dire qu'il fait tout ce qu'il peut pour fragiliser le pouvoir en Cisjordanie. Donc il faut constater effectivement qu'il y a un gros problème des deux côtés, et si on n'a pas une politique, si on n'a pas une évaluation pondérée des deux aspects. Tu sais, rappelle-toi le début de la guerre d'Algérie. Le début de la guerre d'Algérie, le massacre. Les massacres, on ne peut pas discuter que ces gens-là, c'est des terroristes. Tu sais que, par exemple, alors qu'on est en plein procès de Nuremberg, on va juger les chefs nazis pour ce qu'ils ont fait, les horreurs, les déportations, les bombardements, etc. On va commencer la recolonisation. Il y a les émeutes de Sétif, qu'on va réprimer dans le sang. Il y a les Haïphong est bombardé. C'est-à-dire qu'on va pratiquer nous-mêmes ce qu'on est en train de reprocher aux chefs nazis, puisqu'il va y avoir regroupement de population, bombardement, torture, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Cette espèce de dualité intellectuelle me fascine, parce que tu te dis, mais nous, on n'est pas pareil. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est ça qui m'intéresse, mais c'est pas facile à entendre. Hein. Tu regardes le cas aujourd'hui, si tu dis Israël peut très bien avoir un comportement oppressif et massacrant, on dit, oh, non, attendez, vous pensez à la Shoah? Non, là. Regarde le cas en Azerbaïdjan. Les Arméniens sortent le génocide, mais l'Azerbaïdjan était russe à l'époque. Donc tu ne peux pas leur opposer le génocide, comme on ne peut pas opposer la Shoah aux Palestiniens, quoi. C'est pas impossible, mais il faut quand même se rendre compte que la Russie est un allié indigeste quand même. Hein. C'est difficile à intégrer la Russie. Hein. C'est 6 fuseaux horaires ou 7 fuseaux horaires, c'est 12 000 ou 15 000 kilomètres. Donc c'est un objet, si tu veux, sur lequel on ne peut pas raisonner comme si on disait il faut intégrer la Pologne, la Hongrie ou la Roumanie. Bon. Donc cet objet-là, il faut trouver les modalités d'une discussion et d'un rapport qui évidemment tiennent compte de cette disparité. Alors est-ce que ça doit être les instances européennes qui doivent discuter avec la Russie? Les instances européennes, pour le moment, ne sont que des instances commerciales, politico-commerciales. Bon. Il n'y a pas d'Europe de la défense. Donc là, moi, ce qui m'intéresse dans la question, c'est surtout qu'on n'a pas mesuré les forces profondes qui animaient la politique extérieure américaine depuis 1991. Quand l'URSS disparaît, vous savez très bien que tout à coup, la seule question stratégique aux États-Unis, c'est comment maintenir cette primauté qu'enfin on nous reconnaît. Bon. Et donc tu as le choc des civilisations, tu as la fin de l'histoire, enfin tu connais ces thématiques. Le choc des civilisations a été traduit en 35 langues quand même. C'est pour dire si l'influence a été large. Bon. Et en fait, les deux forces qui vont agiter la vie politique américaine, notamment en politique extérieure, ce sont les néoconservateurs, c'est-à-dire ces types qui disent il faut faire fructifier notre victoire et donc abaisser le plus possible la Russie avec tout le côté humiliant que ça pouvait avoir. Et puis les néo-évangéliques. Alors les néo-évangéliques, c'est la forme radicale, si tu veux, de la pratique du protestantisme aux États-Unis. Aujourd'hui, tu as du néo-évangélisme, et comme tu as les salafistes chez les musulmans, comme tu as effectivement les juifs radicaux qui colonisent la Cisjordanie, comme tu as les hindouistes,
qui persécutent les musulmans, ou même les bouddhistes, si tu veux, qui ne sont pas Mathieu Ricard ni le Dalai Lama, mais qui persécutent les musulmans Rohingyas en Birmanie. On n'a pas, à l'égard de la politique extérieure américaine, si tu veux, une identité européenne suffisamment marquée pour faire entendre la dissonance. Voilà. Ben, je crois qu'effectivement, cette espèce de basculement, avec la cristallisation plutôt, parce qu'on commence à utiliser le terme de BRICS, bon, est en fait une évolution d'assez long terme. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, dans cette décennie 90, quand tout à coup les Européens ont vu l'écroulement de l'URSS et la guerre du Koweït, guerre gagnée en 120 heures contre ce qu'on croyait être la 4e armée du monde, on n'a jamais su qui était la 3e, mais celle-là c'est la 4e. Bon. Donc les Occidentaux se convainquent qu'ils ont un moyen militaire, si tu veux, de faire la gendarmerie de la planète. Et donc on va avoir dans cette décennie plus d'une dizaine d'interventions militaires sur des théâtres périphériques. Bon, la Yougoslavie, c'est quand même encore la proximité, mais on va intervenir dans différents endroits, etc. Et la France aussi va continuer en Afrique, si tu veux, sa politique traditionnelle de la France-Afrique. Mais maintenant qu'on est dans cette guerre-là, c'est-à-dire avec l'Ukraine, et on décide que la Russie a envahi, ce qui est vrai, mais que la Russie doit être mise sous embargo. Donc, à l'Assemblée générale de l'ONU, il y a effectivement des condamnations qui vont atteindre, je ne sais plus, 120 ou 130 pays qui vont condamner l'action d'intrusion, mais il y en a une vingtaine, ou en tout cas les 3/4 de la population de la planète qui disent « mais nous, on n'appliquera pas l'embargo », puisque tu as l'Inde, la Chine, l'Indonésie, etc. Et ils disent « mais ça, c'est votre guerre ». C'est-à-dire vous avez fait suffisamment d'opérations chez nous pour que maintenant que vous êtes dans la mouise, enfin vous êtes dans la difficulté, on n'a pas de raison de prendre position. Et ils disent on ne va pas priver notre population, pour les Indiens, notre population du blé russe, du pétrole russe, etc. Donc je crois que pour le cas français, voilà, c'est ce que tu vois au Sahel aujourd'hui. C'est-à-dire tu te dis mais attendez, d'un coup les mecs nous disent mais il y en a assez de la France, etc. Pourquoi? Parce que si tu veux, on a géré la France-Afrique avec comment dire, avec une espèce d'ambiguïté, de corruption des élites, etc., etc., et qui fait qu'aujourd'hui, la France est contestée dans la zone sahélienne. Je rappelle que la zone sahélienne, ça a été le premier axe de pénétration de la politique saoudienne de salafisme, parce que son idée de l'époque, c'était d'empêcher le socialisme arabe. Tu sais, c'était Nasser, le grand homme, et Nasser, il avait dit les Arabes feraient mieux de s'occuper des pays du Golfe plutôt que d'Israël. Tu vois un peu ce que ça a fait comme écho dans le... Bon. Et donc, ils ont pensé, si tu veux, empêcher la diffusion du socialisme arabe, et rappelle-toi qu'il y avait Nasser, Kadhafi, Boumedienne, etc. Et donc, avec cette idée. Bon. Et c'est cela qui, aujourd'hui, si tu veux, on retrouve avec ces bandes qui vont descendre, si tu veux, un peu partout vers le Mali. Mais encore une fois, c'est parce qu'on se prend les pieds dans le tapis. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'Est-Ouest conditionnait tout. Donc, si l'Arabie Saoudite est un pays religieux, ça devait être un barrage au communisme. Donc, on a totalement laissé faire et aujourd'hui, ça pète un peu à la figure. Donc, effectivement, il faut recaler complètement toutes les mesures, toutes les boussoles, parce que tu vois bien que là, aujourd'hui, que les types disent vive Wagner et vive la Russie, tu t'imagines qu'est-ce que peut bien représenter la Russie en République centrafricaine ou au Mali. Mais c'est un rejet plus qu'une acceptation, quoi. C'est très difficile à répondre à cette question, parce qu'évidemment, la bonne solution, ce serait qu'il n'y ait pas de victoire. C'est-à-dire que il faut arriver à trouver les modalités d'une négociation. Ce n'est pas une négociation extrêmement compliquée, mais c'est vrai que si l'une des deux parties l'emporte, l'autre entretiendra une espèce de discours de la rancune et de la victimisation. Bon. Il faut quand même se rendre compte qu'une des premières mesures de la révolution de Maïdan, c'est quand même d'imposer l'ukrainien comme langue officielle. Bon, or, l'ukrainien, ça peut être proche du russe, mais enfin, tous les russophones qui étaient des anciens citoyens soviétiques, ils l'ont mal pris. On a du mal à mesurer qu'est-ce qu'a représenté l'éclatement de l'URSS, parce que tout à coup deviennent des frontières internationales des frontières administratives. Puisque tu sais qu'à l'époque, les mecs pouvaient se déplacer, se marier d'un truc à l'autre, et tout à coup on leur dit « Ah non, maintenant vous êtes de ce morceau-là bon. ». Donc la révolte des partis russophones, si tu veux, était quelque chose qui aurait été gérable, et c'est l'initiative des Français et des Allemands avec les accords de Riga, c'était justement pour essayer de faire une espèce de modus vivendi, respect des minorités, etc. Il y a quand même eu 14 000 morts avant que la Russie n'envahisse. C'est donc que finalement la situation n'était pas apaisée. Quelle est la part des responsabilités des uns et des autres, ça je ne sais pas. Mais enfin, en tout cas, c'est vrai que le processus diplomatique n'a pas réussi à empêcher cette situation qu'on est en train de vivre actuellement, quoi. Je crois qu'il ne faut pas surdimensionner l'importance des questions internationales dans les élections américaines. D'abord parce qu'ils sont loin.
D'abord parce qu'ils sont installés dans un sentiment de puissance, si tu veux, qui peut leur permettre de croire que leur seule décision justifierait, mais en même temps, il est vrai que l'Europe n'a pas de système de défense. Donc à chaque fois, ce qu'on compte, c'est l'arrivée des Américains. On l'a compté en Yougoslavie, rappelle-toi. Alors qu'on avait pensé au départ que la présence de casques bleus français et anglais suffirait à calmer tout le monde de Sarajevo, ça n'a pas été vraiment comme ça que ça s'est passé. Et quand finalement la chose s'est dégradée, on s'est aperçu qu'il a fallu, non seulement pour bombarder Belgrade, à cause de la question du Kosovo, pour bombarder Belgrade, on n'avait pas les moyens pratiquement d'opérations aériennes de cette ampleur-là. Donc tu vois bien que l'Europe est toujours un nain en matière de défense. Et quand des fois on se permet un truc comme par exemple l'opération en Libye, c'est-à-dire cette opération aérienne franco-anglaise pour interdire à Kadhafi de faire décoller ses avions, en fait, on va participer à une guerre civile, puisque les Français et les Anglais ne vont pas appliquer la décision onusienne, puisqu'ils vont décider de bombarder au sol à partir du moment où apparaît une soi-disant colonne de chars qui allait réprimer. Bon. Donc c'est une histoire qui mériterait d'être autopsiée, c'est-à-dire qui a sorti l'histoire des chars, qu'est-ce qui fait qu'en France et en Angleterre on a décidé tout à coup ça ne peut pas continuer comme ça, il faut bombarder. Tu connais la fin de l'histoire, Kadhafi se sauve et il va être lynché par la foule. Donc c'est fascinant, si tu veux, dans cette histoire, c'est donc que tu vois aujourd'hui la Libye est toujours dans le tourment, hein, il n'y a pas de gouvernement constitué, etc. Mais 2 ans après l'intervention, alors que la Libye est toujours dans la situation instable, difficile, etc., Bernard-Henri Lévy, interviewé à la télé, dit « Tant mieux si j'y suis pour quelque chose ». Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un moment où il faudra revenir, mais ça on en parlera si vous voulez, sur ce qu'est ce complexe militaro-intellectuel, c'est-à-dire de tous ces gens qui viennent sur un plateau télé pour dire « Non, la bonne guerre, il faut faire celle-là, et d'ailleurs il faut envoyer des troupes ». Mais ils n'y vont plus eux-mêmes. Hein. Donc, tu remarques que Bernard-Henri Lévy, là, j'étais en train de faire un documentaire et alors, je me disais, mais comment est-ce qu'il fait pour avoir toujours une chemise aussi blanche? Et j'ai dit, non, c'est pas vrai. Il y a un moment où il se met en tenue militaire, c'est-à-dire que sous son costume noir, il met un t-shirt kaki. Donc, il a quand même au moins 2 tenues. Costard noir ou chemise blanche, qui est la forme présentable, c'est la couverture de match, ou alors, quand il veut montrer qu'il est allé sur le terrain, il met le kaki. Alors une fois, c'est Régis Le Sommier qui lui a dit « Mais pourquoi est-ce qu'on ne vous voit jamais avec un gilet pare-balles et un casque ?» Il n'a pas eu de réponse.